Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. On va échanger aujourd'hui avec Florence sur les grands enjeux de l'IA dans l'industrie et le manufacturing. Je suis Alexandre Tournel-Chaume, Managing Partner chez Artefact et je pilote nos activités industrielles chez Artefact et on accompagne donc nos clients dans leur transformation par la data et par l'IA. Bonjour Alexandre, moi c'est Florence Bénézite, partenaire chez Artefact, spécialiste en données industrielles et gouvernance de l'IA. Je suis aussi ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet passionnant. Alors peux-tu nous dire Alexandre, quels sont les grands enjeux que tu observes aujourd'hui dans l'industrie ? Premier élément de réponse pour poser un petit peu le terrain de jeu. D'abord, quand on observe le tissu industriel en France, en Europe ou à l'international, on a d'abord une grande hétérogénéité dans les grands acteurs industriels. On a un tissu économique avec beaucoup de TPE ou plutôt de PME qui ont des grandes spécialités, mais également des entreprises mondiales avec des usines et des sites de production sur l'ensemble de la planète, et donc des niveaux de maturité, et donc des tailles, et donc des avancements dans la transformation de l'IA très hétérogènes. Donc on observe évidemment des acteurs très hétérogènes, mais qui font face à un certain nombre de défis en commun. Le coût de l'énergie ces dernières années a augmenté fortement. Le coût des matières premières, avec un impact important sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, avec des difficultés opérationnelles très fortes. Et donc ces acteurs doivent se transformer dans un contexte en plus où on leur demande évidemment des pratiques durables de plus en plus marquées et un enjeu évidemment très fort sur des ressources, des compétences à acquérir qui sont rares sur le marché. Donc on a effectivement un contexte de transformation qui est nécessaire, mais un terrain de jeu économique qui est plein d'incertitudes aujourd'hui. Oui, tout à fait, on observe ça dans l'industrie. En particulier la pénurie des talents, on parle d'IA et de data. Aujourd'hui, les talents s'attendent à ce que les usines soient modernes, avec des écrans modernes, de la data moderne, et elles n'ont pas toujours ça, et donc il y a un enjeu à moderniser les usines. Il y a un autre enjeu de modernisation des usines autour de la capacité des usines à créer des produits personnalisés. Le marché demande de plus en plus des produits avec des spécifications très, très précises et personnalisées. Et ça demande des processus industriels pas trop standards, avec une capacité d'adaptation des processus. Et ça, derrière tout ça, c'est de la data aussi et de l'IA. Donc nous voyons bien que l'industrie fait face à de grands enjeux. Est-ce que l'IA peut présenter une opportunité pour résoudre ces challenges ? Alors effectivement, quand on parle d'IA, il faut d'abord poser le terrain de jeu. Il y a l'IA pour des usages très analytiques, mieux piloter son activité. Voilà, on va utiliser l'IA pour mieux prédire de la demande et donc aligner et adapter une supply chain. On va utiliser l'IA dans les opérations de tous les jours. On va améliorer la sécurité sur des sites de production grâce à l'IA, ou bien par de l'imagerie, ou bien pour de l'analyse de risque. On va utiliser l'IA évidemment sur un go-to-market qui sera évidemment beaucoup plus ciblé et performant. Et donc l'IA, on la retrouve vraiment sur l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle, sur le cœur de métier, mais aussi beaucoup sur des fonctions support pour être plus efficace sur du marketing, y compris B2B, ou des fonctions juridiques ou RH. Donc le terrain de jeu de l'IA dans l'industrie est évidemment très large, avec une singularité aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'usages qui commencent aujourd'hui à être bien connus. L'optimisation de la consommation d'énergie, c'est un besoin et un sujet aujourd'hui qui a été évidemment délivré à grande échelle chez de nombreux acteurs. Mais on observe aujourd'hui des sujets beaucoup plus nouveaux, et notamment liés à l'IA générative, qui ouvrent un champ des possibles, y compris sur des use cases très métiers, très nouveaux. On va par exemple augmenter le go-to-market B2B en accélérant le temps pour répondre à la proposition commerciale. On va améliorer la capacité à gérer un risque ou des risques en usine en améliorant l'appréciation des risques sur un poste de travail. Donc le champ de l'IA générative ou l'IA générative a permis d'élargir très grandement le champ des possibles de l'IA dans l'industrie. Oui, et puis l'IA générative, c'est une IA qui est beaucoup plus flexible que ce qu'on appelait le machine learning, qui était beaucoup plus strict et structuré. Et on voit bien que ça va aussi permettre de réinventer la manière dont on interagit avec les machines demain, dont on interagit avec la connaissance. Donc par exemple, tu parlais de sécurité en usine. On peut imaginer demain que quand quelqu'un prend son poste, il va pouvoir interroger un bot sur les bonnes pratiques de sécurité sur son poste de travail. On parlait aussi tout à l'heure du besoin de personnalisation des produits. On peut imaginer demain que l'IA générative
va accélérer le design de nouveaux produits, et aussi faciliter la configuration des machines pour prendre des nouvelles spécifications et créer plus rapidement le calibrage machine pour le nouveau produit. Donc on voit bien les opportunités, mais quelles sont les grandes difficultés que tu vois, concrètes, aujourd'hui, qui freinent les entreprises dans l'adoption de l'IA? Très clairement, c'est la data. Déjà, on parlait donc de la spécification des produits. Aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de configurateurs. Souvent, la donnée produit est difficilement accessible. C'est pas bien pour ça que beaucoup d'entreprises travaillent en ce moment sur leur PLM, qui est donc l'outil de management du cycle de vie produit. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les données usines qui sont difficiles à capter. C'est des données temps réel qui sont parfois un peu obscures et ça demande de grands programmes de collecte de la donnée. Ces programmes ne sont pas si simples, non seulement à cause de la volumétrie de la donnée et le manque de standardisation de ces données d'une usine à l'autre, mais il y a aussi des grands sujets de sécurité de ces données-là, mais je crois qu'on en parle un peu plus tard. Est-ce qu'Alexandre, tu pourrais nous donner quelques exemples très concrets de ce que l'IA peut faire pour l'industrie ? Ouais, donc des exemples aujourd'hui qu'on a en production, hein, au sens où ces solutions IA fonctionnent dans la vraie vie des entreprises. Il y en a deux qui sont assez prégnants. Le premier sur la maintenance prédictive. Donc aujourd'hui, être capable de mieux anticiper le cycle de vie d'une machine et donc potentiellement ses besoins de maintenance pour anticiper des pannes. Aujourd'hui, les modèles fonctionnent extrêmement bien et on arrive à des gains sur les coûts de maintenance, les downtime de l'ordre de 30%. Donc c'est des gains très significatifs sur de la maintenance prédictive. Une autre illustration qui fonctionne très bien aujourd'hui, c'est le déploiement d'agents IA, d'agentique, sur des workflows opérationnels. Et donc, on va prendre un process métier, en général, avec beaucoup de tâches qui s'enchaînent, des sources de données très multiples, des interfaces nombreuses, et puis on va réduire drastiquement le process de bout en bout en y mettant de l'automatisation, de l'IA et une expérience pour l'opérateur, le technicien ou l'utilisateur de bien meilleure qualité. Et donc en réduisant, en automatisant et en mettant de l'IA, on arrive à réduire des workflows très opérationnels de l'ordre de 70 à 75%. Donc aujourd'hui, il existe des vrais use cases en production qui vont transformer un gros ou un petit morceau d'un process, mais avec un impact très mesurable. Oui, tout à fait. Et ça pose d'ailleurs des problèmes de gouvernance. L'IA générative qui permet de créer ces agents d'automatisation, ils peuvent se tromper. Et l'industrie, c'est un secteur qui a une culture du risque zéro. Et le fait qu'une IA puisse se tromper, ça peut déranger. Et donc, la gouvernance de l'IA est utile pour bien équilibrer la valeur, qui est très notable, 60% de productivité, de gain de productivité, c'est énorme sur certains processus. Et il va falloir balancer ces gains de productivité avec une prise de risque, une machine qui peut se tromper et donc de nouveaux processus pour aller rattraper les erreurs. Il y a aussi un autre risque, je l'ai brièvement abordé tout à l'heure, c'est celui de la cybersécurité. On ne peut pas se permettre d'introduire des risques en usine sur les machines. Il y a des hommes derrière les machines, il y a des femmes derrière ces machines. Il faut une sécurité au maximum. C'est d'ailleurs pour cela que la collecte des données, elle se fait dans un sens et toute information entrante passe par des garde-fous de sécurité très forts. Donc cette culture du risque zéro dans l'industrie explique pourquoi sur le shop floor, dans les usines, on voit encore assez peu de cas d'usage Generative AI. Il y en a un petit peu, en particulier dans la sécurité, mais on n'en voit pas qui touche au processus de production même de manière très prégnante aujourd'hui, en tout cas en France et en Europe. Mais c'est pas parce qu'il y a une frilosité à se lancer dans le cœur de la machine qui est l'usine qu'on n'observe pas une grande effervescence d'exploration des cas d'usage Generative AI dans les autres fonctions de l'entreprise, comme par exemple les fonctions support ou le support client. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais nous donner un exemple de ce qu'une entreprise industrielle a pu faire pour les fonctions support avec l'IA générative ? Oui, tout à fait. Il y a une problématique souvent dans le monde industriel et manufacturing, c'est la complexité
des produits vendus. C'est des catalogues en milliers ou dizaines de milliers de références. C'est de la donnée technique complexe, complexe à formaliser, complexe à récolter. Et donc, le customer support, par nature, est complexe. Et l'IA générative peut aider parce qu'en fait, elle va permettre de synthétiser, de mettre à disposition de la donnée structurée et synthétique sur l'ensemble d'un catalogue de produits, par exemple. Et donc, on observe des temps de réponse à des questions techniques, des taux de réappel significativement réduits en équipant un call center, un service client avec des solutions d'IA générative. Mais alors, du coup, si je comprends bien, le client il a un bot qui lui explique quels sont les produits dans le catalogue ou comment les utiliser? Oui, tout à fait. On passe d'une situation où on allait faire un peu d'archéologie dans des bases documentaires nombreuses et hétérogènes à une situation où, avec une simple interface, un opérateur de service client peut interroger et questionner sur l'ensemble des références, des historiques, les versions, sur des questions parfois très commerciales ou très techniques, et ça de manière extrêmement simple. Donc on passe typiquement d'une situation où l'opérateur du service client allait chercher de l'information dans une multitude de bases de données avec des formats assez hétérogènes souvent, à une situation où l'opérateur n'a plus qu'un seul écran dans lequel il peut interroger et poser toute question sur de nature commerciale ou technique et avoir accès de manière synthétique et homogène à l'ensemble des informations nécessaires. Donc, on est typiquement dans un cas de transformation d'une équipe de service client, tout en gardant en tête que si l'IA générative marche bien, elle n'est pas magique non plus. Et donc, dans des contextes où on s'appuie sur des données complexes, des données d'équipement, des données techniques, souvent se pose l'enjeu de remise en qualité, d'enrichissement de la donnée, justement pour permettre derrière des solutions d'IA générative. Et la bonne nouvelle, c'est que l'IA générative peut aussi aider en amont à remettre en qualité des données. On va enrichir, on va harmoniser des référentiels, on va remettre en qualité des données pour permettre ensuite un service client et une solution de réponse aux questions des clients. Voilà, donc le champ des possibles est large et clairement aujourd'hui on est au cœur de cette transformation-là avec beaucoup de cas d'usage qui aujourd'hui sortent de terre. Donc si je comprends bien, si par exemple j'ai une entreprise avec plusieurs pays et chaque pays a un catalogue de produits dans sa propre langue avec peut-être une organisation des produits un peu différente, l'IA peut me standardiser ma taxonomie produit et la manière et faire peut-être des rapprochements entre produits pour avoir une documentation unique. Exactement. Donc là, on touche vraiment à l'IA pour la data, pour les fondations data. Mais ça marche. Enfin, on parle vraiment de l'IA pour les fondations data, mais c'est aujourd'hui des cas d'usage qui fonctionnent bien pour accélérer la mise en qualité et l'exposition de données de qualité. Donc, on voit bien que la qualité de données, évidemment, est majeure pour faire fonctionner des solutions IA. Qu'est-ce que tu vois comme besoin, comme contrainte additionnelle à prendre en compte? Donc, il y a la collecte raisonnée de cette donnée-là. Et il ne suffit pas juste d'espérer qu'elle soit de bonne qualité, il faut s'en assurer. Et s'en assurer, ça veut dire être capable de définir ce que veut dire la qualité des données pour pouvoir mesurer cette qualité. Et ça va demander, et ça demande déjà aujourd'hui, un travail très collaboratif entre les équipes techniques qui vont écrire techniquement les contrôles de qualité des données, les équipes métiers pour définir ce que veut dire la qualité et quel est le niveau de qualité minimale pour faire fonctionner les IA avec peu de risques, mais aussi les équipes data pour aller stocker et améliorer la qualité des données, peut-être avec l'IA, quand le besoin s'en fait ressentir. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'il va falloir urbaniser. Il faut urbaniser toute cette donnée, pas seulement sur la donnée produit, mais la donnée des processus, comment les processus sont organisés, les données des usines, les données des work orders, donc, de la demande, de la supply. Voilà, on voit qu'on a beaucoup d'informations à orchestrer pour faire des achats fiables. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de la qualité des données, mais c'est l'étude qui va sortir là bientôt sur le futur de la supervision de l'IA qui en parle en pas mal de détails. On va avoir le même sujet de la qualité de données, mais sur la qualité des agents. Qu'est-ce qu'un agent de qualité? Ça encore, c'est au métier de le définir et aux équipes techniques de l'implémenter et aux équipes IA, et non plus data, de faire en sorte que les agents soient de meilleure qualité demain. Donc c'est la même histoire qui va se répéter. Et évidemment, il n'y aura pas de qualité des agents sans qualité de la data, puisqu'en fait, on se rend bien compte dans les premiers cas
d'IA générative en industrie. Le problème principal n'est pas tant celui redouté des hallucinations. La plupart du temps, quand il y a un problème avec un agent, c'est qu'il a trouvé dans un SharePoint ou dans une documentation, dans une base de données, une information erronée, que l'agent n'a pas eu l'expertise métier nécessaire et donc le regard critique sur cette donnée-là nécessaire pour prendre du recul sur cette information fausse et la corriger toute seule. Donc il va falloir apprendre peut-être à l'IA à un peu critiquer la donnée, mais le mieux, le plus simple, le plus fiable, c'est d'aller la corriger à la source. Donc la qualité des données est un prérequis à la qualité des agents, et tout comme il y a un enjeu d'observabilité de la qualité des données, il va y avoir demain un enjeu d'observabilité de la qualité des agents, et ça va être toute une aventure pour les prochaines années. Merci pour cet échange, Florence. Merci Alexandre. Et j'espère que ça aura été riche d'enseignements.